Et avant de commencer la vidéo, il faut que je te montre quelque chose. J'ai commandé les derniers équipements qu'il me faut pour achever toute ma configuration que j'utilise avec mon Sony, mon GH5 et ma Sika Pro. Parce que là, vraiment, je suis tombé sur une configuration, les gars. Il y a des moments, il faut arrêter juste de se prendre la tête sur tout ce qui est technique, machin et tout ça. On est trop devenus des docteurs, des scientifiques. Prends ta caméra, lance rec, trouve la meilleure qualité et filme. Et puis basta. C'est vraiment un truc que tu vas te dire, ouais, le gars est sexy pour ça. Bien évidemment, comme toujours, hein, c'est pas sponsorisé du tout. Hein. Première chose que j'ai faite, c'est que je me suis équipé avec ça, les gars. Voilà. Je me suis équipé avec une D-Tape 2NPF Dummy Battery Cable pour ma Sika Pro. Donc, je t'explique qu'est-ce que c'est. Tout le monde dit que la Sika Pro, la batterie, c'est nul, c'est lourd, la caméra est lourde et la batterie est nulle en termes d'autonomie. Je suis d'accord, même avec les nouvelles batteries NPF là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement une dummy, dumb. Ça, le mieux c'est que je te montre, non? Tu vois, cette batterie-là, elle va dans la caméra et ensuite, tu as la possibilité de venir la brancher ici. Mais qu'est-ce qui m'empêche de le faire? Non les gars, c'est bon, ça rentre. Il suffisait juste de forcer. Il y a, pour que vous puissiez le savoir, il y a une sorte de petite sécurité pour que ça puisse s'enfoncer et que ça ne puisse pas être trop flash et se décrocher trop facilement. Donc voilà, on voit bien que ça fonctionne. Tu as la diode, tu as la LED. Et ce qui est intéressant, c'est la raison pour laquelle j'ai pris celui-là, c'est que possibilité de pouvoir l'orienter. Ça, c'est trop bien quand tu fais du montage de ton... Ah ouais, j'avoue, ouais, je viens d'essayer de l'enlever. T'as vu, autant que c'est difficile de le mettre à l'intérieur, autant c'est encore plus compliqué. Tu sens qu'il y a une résistance, tu sens que c'est solide. J'avais l'impression, en le voyant dans les détails, que c'est l'un des plus solides en fait. Maintenant, on va voir si ça s'allume à cette puissance ici pour convertir celui de la V-Mount vers la Blackmagic Sika Pro. Forcer un peu. Normalement, sur la Blackmagic Sika Pro, j'ai un autre système de branchement, ok, en secteur adaptateur, ok, directement. Mais le problème avec la Sika Pro que j'ai constaté, c'est que ces connectiques sont super fragiles. Je connais plein de potes qui l'ont eu et qui ont eu des problèmes avec la partie connexion, que ce soit HDMI, que ce soit USB-C et que ce soit alimentation. Donc, sachant que sur le GH5, j'ai déjà ce système de brancher une batterie, une fausse batterie et directement aller sur le V-Mount, je me suis dit, mais sachant qu'il y a des trucs NFP, je devrais pouvoir faire la même chose avec la Blackmagic parce que ça, là tu devrais le voir. Tu vois, voilà, ça c'est ce que tu utilises pour connecter à la Sika Pro directement, mais c'est super fragile, mais de fou, mais vraiment. Donc voilà, le but ici, c'est de pouvoir monter directement la Sika Pro sur la V-Mount sans avoir à utiliser le câble fragile de connexion, qui veut dire que voilà, c'est une réparation en moins, c'est une sécurité en plus. Après, le seul truc qui est embêtant, c'est comme tu peux le constater, c'est que cette partie-là, où tu es censé fermer la Sika Pro, ils n'ont pas prévu une sortie pour pouvoir mettre une demi-batterie avec un câble qui soit à l'extérieur. Donc, il va falloir que ça reste ouvert. Bon, c'est un peu chiant, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Ça fait partie des compensations. On l'accepte et on avance. Mais du coup, j'ai été plus loin encore. Si j'ai fait ça avec mon GH5 et si j'ai fait ça avec la Sika Pro, pourquoi ne pas faire pareil avec le Sony A7R 3 avec lequel je suis en train de filmer actuellement? Je me dis pourquoi ne pas faire la même chose? Tu prends ton Sony et sachant que bientôt, représentation, un événement où je vais assister à un concert et je vais le faire avec le Sony. Et j'avais un peu peur parce que comme je vais filmer toute la journée, je me suis dit, et si j'ai pas d'endroit pour charger ma batterie, je me suis dit, je vais acheter une batterie rechargeable portable pour charger directement. Là, c'était stylé, ils t'ont donné des petits essuies pour essuyer tes objectifs et tout, alors que ça n'a aucun lien. Donc je me suis dit, comme tu as l'air d'apprécier cette marque et que tu veux lui donner une chance, j'ai fait pareil. Ok, j'ai fait pareil les gars. La marque, bien sûr, je vous le mettrai en description et je vous mettrai le lien directement pour que vous puissiez aller si vous avez envie de le tester aussi. Et je me suis dit, pourquoi ne pas essayer la même chose avec le Sony? Et c'est exactement ce que j'ai fait, les gars. J'ai pris dans la même marque la fausse batterie qui vient rentrer dans le Sony et qui ira directement sur la V-Mount comme avec la Blackmagic.
Ce qui fait que je peux utiliser le Sony pour tous les événements que je fais. Quand j'ai besoin de faire des événements où les sujets vont beaucoup bouger, par exemple des concerts, du truc sportif, des représentations de ce genre-là, bien évidemment, je pars avec le Sony parce que c'est lui qui a l'autofocus le plus rapide entre mon GH5 et ma Sika Pro qui n'a pas du tout d'autofocus. Donc le Sony ayant l'autofocus le plus rapide, je l'utilise directement. Il est léger, il prend pas de place, ça fait que le pactage que je vais faire pour partir est encore plus petit. Donc, je suis gagnant. Sauf que je n'avais que 2 batteries. Parce que je fais de la photo généralement avec. Donc 2 batteries, c'est suffisant pour une journée. Mais quand j'ai commencé à faire de la vidéo avec, je me suis dit, il faut trouver un moyen pour pouvoir compenser ça. C'est tout bête, mais ça change la donne. Et surtout que je sens que c'est de la qualité. Bon, on se revoit prochainement. Si jamais il y a eu un échange, si jamais il y a eu un problème, je vous le dirai. Mais pour l'instant, je trouve que cette marque, sa présentation, sa solidité, franchement, pour l'instant, mais mon premier avis est que c'est un bon compromis. Allez, première question. Quel conseil donneras-tu à quelqu'un qui souhaite commencer dans la photographie ou la vidéographie avec du matériel plus ancien de 5 ans et plus? Si je peux te donner un premier conseil, c'est d'abord de te libérer du côté esthétique du matériel. Le côté m'as-tu vu que ça peut apporter d'avoir telle ou telle marque, le côté un peu qui fait un peu trend, qui fait un peu in, parce que si t'as pas un FX3, si t'as pas cette vision là du mec qui fait des poses au ralenti avec son FX3 ou avec son FX6, tu as l'impression que par rapport aux autres, puisqu'on voit que ça, soit chez Canon machin, t'as l'impression que t'es pas dedans. T'as un boîtier qui vient de sortir, on l'a même pas encore eu nous pour le voir en boutique, que les mecs te criblent déjà de vidéos sur YouTube, alors qu'il n'y a aucun client qui n'a encore consommé le produit, mais il y a un gars qui va te dire, ou au moins 30 personnes, 20 gars qui vont te dire que c'est le meilleur boîtier, que c'est ceci, cela, et ça peut culpabiliser certains, parce que quand tu vois le prix de certains boîtiers, tu peux te dire, ah ouais, c'est peut-être, comme ça coûte tant d'argent, ça veut dire que c'est de bonne qualité, donc on va faire de bonnes vidéos avec. Donc si moi j'ai pas ce boîtier-là, si je n'ai pas cette marque-là, si je n'ai pas ce modèle-là, mes vidéos sont nulles, machin. Non, arrête avec ça, ça veut rien dire. Le boîtier que je suis en train d'utiliser et que la plupart du temps je fais mes vlogs, c'est le GH5. Et tu sais quand est-ce qu'il est sorti? En 2017. Tu sais depuis quand je l'ai? 2017. Voilà, t'as capté le bail. J'ai ce boîtier depuis 2017 à sa sortie. C'est pour te dire. Nous sommes en 2025 et je fais encore des vidéos avec. Donc tout n'est pas forcément une question d'habillage, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un boîtier qui filme en 4K, il est super bien stabilisé. Maintenant qu'ils ont fait une petite update pour l'autofocus, ça se gère un peu mieux. La colorimétrie, c'est un banger. Les différents codecs, les différentes résolutions que tu as dessus, c'est des bangers. Tu as l'écran orientable. Ça faisait partie des premiers à avoir l'écran orientable où tu peux être face cam, tu vois. Ça c'était trop stylé. Tu as une sortie HDMI, tu as une entrée casque, tu as une entrée pour micro 3.5. Qu'est-ce que tu veux de plus? 2 entrées pour mettre tes cartes SD et les batteries. Maintenant, ces temps-ci, elles coûtent pas très cher. Il y en a énormément. Ok. Et en plus, elles tiennent assez longtemps. Qu'est-ce que tu veux en plus? Par rapport aux ISO, 2 ISO natifs, je crois que c'est 400 et 800, ou je sais plus, ou un peu plus, je sais plus. Mais bon, en tout cas, c'est un très bon boîtier et pourtant il date depuis 2017. Ensuite, en vidéo, tu peux avoir un autre type de boîtier. Un boîtier qui, on va dire, qui entrée de gamme pour du cinéma, pas de stabilisation. Par les temps, ils sont assez énormes. Ok, t'as pas de mise au point automatique. Voilà quoi, ça fait beaucoup, hein. Mais ce sont des boîtiers qu'on utilise dans certaines conditions. Quand j'ai voulu upgrader, justement arriver à cette partie-là dans le game, devine quel boîtier j'ai, qui date lui de 2021. C'est la Sika Pro. Nous sommes en 2025 et je filme encore avec un boîtier qui date de 2021. C'est une Sika Pro, c'est la résolution. Ça là, même si nous sommes en 2025 et il y a énormément d'autres boîtiers qui sont sortis, je filme encore avec des anciens boîtiers. Et c'est pas forcément le boîtier, le matériel peut aider à avoir de belles images, machin, tout ça. Mais dis-toi que les gens vont te dire que c'est 50-50. Il faut avoir un bon matériel pour faire de bonnes choses. Je suis d'accord. Mais moi, je pense plus que tu dois d'abord savoir, toi, expérimente, sors, filme, teste, prends des photos. C'est comme l'automobile. Quand tu viens d'avoir ton permis, tu es jeune conducteur. Imagine, ton premier véhicule, c'est un RS4 ou un RS6 ou un gros RS3, un truc à 300 et quelques chevaux. Bah, dis-toi que tu es pas un pilote. Tu sais conduire, c'est pas pareil. Conduire et piloter, c'est pas la même chose. Un jour, tu roules, tu te chauffes, voilà, les freins sont pas encore assez chauds, la route est un petit peu, un peu glissant, mais tu te chauffes parce que voilà, t'as un gros véhicule, t'as un gros gamos, tu te crois, musique à fond, tu fonces, tu rates ton virage et tu te craches. Parce que manque d'expérience.
manque d'expérience, t'as pas su que à tel niveau de vitesse, tel niveau de température des freins, bref, tout ce que ça demande de piloter, tu t'es raté et t'as raté ton virage. Et là, tu viens de crash ton véhicule sur ton premier accident. Alors, il n'y a pas de casse humaine, mais il y a énormément de casse matérielle et de l'argent gaspillé. Alors que tu viens d'avoir ton permis, t'es jeune conducteur, achète-toi une Clio, un R5, une Twingo, un petit truc que tu vas pas payer cher en assurance, que tu vas pas dépenser trop d'argent pour l'essence, pour l'entretien. Ok, d'accord, comparé aux autres qui roulent en Merco, machin et tout, pour les gonzesses, machin, tout ça, ça va être compliqué, mais on s'en fout. Là, on est là pour l'expérience. Donc tu vas prendre de l'expérience, tu apprendras à piloter. Avec ton Gamos là, avec ta Fiat Punto, quand tu arrives sur les virages R90 là dans la descente là, tu sais le gérer, frère, mec, clac clac, on y va, tranquille. Et si un jour il y a de la casse, c'est pas grave, tu vas directement sur Oscaro, tu vas sur un autre site, t'achètes un truc à 20 balles, tu le fais toi-même. Et plus en plus que tu as de l'expérience, mais de plus en plus tu pourras, deuxième véhicule, tu t'achètes un plus gros Gamos, parce que là tu as un peu plus d'expérience. En vidéo et en photo, c'est la même chose. Donc, commencer avec un ancien boîtier, c'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème. Je te conseillerais même, si tu commences, cherche-toi un vieux ancien boîtier qui a quand même de bons specs. Je vais te donner lesquels. Qui filme au moins, pas forcément en 4K, mais qui a une bonne montée en ISO, une bonne stabilisation, qui gère un très bon autofocus. Ben, prends-toi un GH5 en fait. Pour la photo, je vais te donner le même conseil. En photo, moi je shoot avec ça. Bon, là tu le vois, il est monté pour faire de la vidéo. Parce que voilà, je vais tester un truc pour samedi. Je vais tester si cette configuration-là peut être une configuration à run and gun, rapide à utiliser. Parce que mon GH5, je veux vraiment l'utiliser uniquement pour faire du vlog. Parce que des fois, si j'utilise mon GH5 pour faire les événements, j'ai pas de quoi me filmer sans me prendre la tête. Alors que le GH5, tu vois, je peux le poser, j'ai l'écran qui est là et je peux me mettre à filmer et ça me fait des images pour moi parce que j'ai personne qui me filme, tu vois. Donc ça, je suis en train de le tester dans cette configuration-là, mais c'est mon boîtier que j'utilise pour faire de la photo. Et devine, il date de quand? Le Sony A7R3 est sorti directement en 2021 et je me suis procuré dès qu'il est sorti, tout comme la Sika Pro. Voilà. La raison pour laquelle je suis passé sur un Sony A7R3, c'est parce qu'avant j'avais un A7, A7 II et l'autofocus commençait à ne plus suivre ce que j'étais capable de faire. Et la qualité de l'image non plus. J'avais besoin de quelque chose qui puisse suivre seulement le fait que j'ai commencé à vouloir faire des albums, je voulais faire des agrandissements dans mes photos, du crop, machin et tout ça. Donc la 7S2 ou la 7 II, non la 7 II, ils suivaient plus trop cette partie-là en photo. Et quand ils ont sorti le A7R3 du coup, c'est là que j'ai vu qu'il était à 43, je sais plus combien de mégapixels. Je me suis dit tiens, c'est le bon compromis pour moi. Si je veux faire de la photo et que je veux faire des albums et que je veux cropper dans mon image, zoomer sans perdre de qualité, ça peut toujours être un bon compromis. Et en plus de ça, l'autofocus est super rapide, était plus rapide que mon A7 II. Donc tu vois, j'ai fait évoluer mon boîtier parce que j'avais évolué. Voilà. C'est celui que j'avais ne me correspondait plus aux capacités dans lesquelles je me trouvais à cet instant, donc je l'ai fait évoluer. Et pourtant, nous sommes en 2025 et je shoot toujours avec le A7R3. Est-ce que ça veut dire que je suis nul? Est-ce que ça veut dire que j'ai pas évolué? Non, c'est jusqu'au moment où je l'ai pris en 2021. Jusqu'à présent, il suffit encore à ce que j'ai besoin de faire. J'ai évolué ma manière de prendre mes photos, de faire ma colorimétrie, mes retouches et tout ça. Et le boîtier suit toujours mon évolution. Donc j'ai pas besoin de changer de boîtier. Donc c'est pas parce que Sony va sortir, je sais pas, un dernier A7 9 6000 ou je sais pas quoi, que j'en ai pas besoin parce que ce que j'ai me permet encore de répondre aux exigences de mes capacités. Je vais pas aller dépenser 6 000 € dans un nouveau boîtier alors que celui que j'ai fait exactement ce dont j'ai besoin. Donc tu vois, là je vais l'utiliser en vidéo. Je pense que même en vidéo, tu peux prendre un A7R3. Perso, franchement ouais, tu peux même aller prendre un A7R3 pour faire de la vidéo, même si c'est un boîtier qui date de 2021. Donc ancien boîtier ne veut pas forcément dire obsolète, tout dépend de ce dont tu as besoin, des tâches que tu as besoin d'accomplir. Donc réfléchis d'abord à ce que tu veux faire et trouve le matériel qui va avec. Il y en a qui font l'inverse, ils vont acheter un boîtier et après ils se rendent compte qu'il faut l'équiper, il faut faire ceci, il faut faire cela, ah il fait pas ci, ah il fait pas ça. Et ils vont l'acheter juste parce qu'il y a un youtubeur qui leur a dit qu'il faut l'acheter. Alors que ce même youtubeur là, il va te dire qu'il faut acheter ce boîtier là, alors que lui il va peut-être même pas l'utiliser. Bref. Bon, je réponds à une autre question directement. Cette question elle va aller très vite. Comment rester compétitif dans un marché où la plupart des professionnels utilisent les dernières technologies? Ça, c'est une question qui est très simple et très facile pour moi de répondre. Les gars, faut que tu évolues avec ton temps. Parce que c'est un peu comme moi, ce qui m'était arrivé. Tu sais, quand j'ai commencé la photo, par exemple,
il y a une sorte de guerre entre les mecs qui étaient dans le numérique et les mecs qui étaient dans l'argentique. Celui qui utilisait l'argentique disait qu'on n'était pas des vrais photographes parce que le numérique faisait tout le travail à notre place. Le fait que sur une pellicule, tu as un certain nombre de pellicules et de shoots à respecter. Tu peux pas faire comme nous. Par exemple, tu as 3000 photos que tu peux faire. Tu peux cliquer, tu fais des tests, tu cliques. En argentique, tu n'as pas cette faculté-là, tu vois. Tu n'as pas cette plage d'exécution, tu vois, de satisfaction et aussi de sécurité. En numérique, sur ta carte SD de 256 Go, tu as les tonnes et des tonnes de tests que tu peux faire. Tu peux y aller, tu vois. Donc, il y avait ce petite guéguerre-là qui disait que voilà, ceux qui étaient dans l'hybride, dans le numérique, n'étaient pas des vrais photographes. Et on n'en avait rien à foutre. Voilà, c'était tout simplement ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a continué à évoluer. On a continué à fonctionner avec notre temps, avec le matériel qui est à notre disposition, parce qu'il fallait le dire aussi, ça coûte la peau des fesses de pouvoir faire de la photographie avec de l'argentique. Ok? Et à cette époque-là, tu as besoin de te développer. Tu ne peux pas te permettre d'acheter des 300 €, je ne sais pas combien, mais bon, quand j'ai vu le prix que ça pouvait coûter par mois pour acheter des pellicules, pour faire du tir, non. Et le temps que ça prend, non. Il faut vivre avec son temps. Tu vois, il y a une époque, on avait des calèches. Ok, maintenant, on a des gros trucs comme ça qui font des 150 chevaux. Voilà. T'as capté ou pas? Donc, toi, si tu veux rester compétitif sur un marché où les autres personnes autour de toi commencent à utiliser la nouvelle technologie, rapproche-toi de la technologie qui te convient. En fait, fais en sorte que la technologie puisse être un atout pour combler une de tes lacunes. Un truc tout simple. Si tu sais que tu es nul, par exemple dans mon cas, je suis nul en effets spéciaux, machin tout ça, montage, tu vois, FX, machin et tout. Ah ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Je continue à délivrer le travail que je fais, de qualité et tout ça. Sauf qu'au lieu de commencer à dire « Ouais, les gars, ils utilisent CapCut, hein, le logiciel fait tout à leur place. » Parce que j'ai découvert dernièrement qu'il y a un mec sur Instagram que je kiffais son travail de ce qu'il faisait. Il n'y a pas longtemps, il a osé avouer que oui, c'est CapCut qui faisait la plupart de ses montages. Moi, je crois que c'est lui qui faisait. Non, et maintenant qu'il est sponsorisé par CapCut, donc du coup, il peut montrer que c'est CapCut qui faisait ses montages avec le truc automatique. Voilà, t'as capté. Hein? Donc moi pendant ce temps-là j'étais en train d'essayer d'apprendre à faire le truc moi-même. Pendant ce temps monsieur utilisait directement la nouvelle technologie. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'utilise DaVinci pour faire toute ma base de montage. Et quand j'ai besoin de faire des effets, je vais dans CapCut et je vais chercher les effets qui correspondent à l'idée que j'ai. Et si je n'ai pas, j'y arrive pas, ben, tout simplement je vais aller mandater quelqu'un qui sait le faire. Et petit à petit je vais évoluer ma palette. Je vais faire évoluer ma palette d'acquisition et de compétences, ce qui fait que petit à petit je ne vais pas rester trop derrière par rapport à la technologie, parce qu'on finira toujours par faire appel à moi pour ce que je fais et ce que je suis. Pas parce que je suis pas capable de faire sortir des feux du nez de quelqu'un sur une vidéo. Tu vois, là, je vais essayer de le faire, mais je suis pas sûr que ça soit un truc stylé et intéressant. T'as capté ou pas? Donc, si tu veux rester compétitif sur un marché où les mecs commencent à utiliser de plus en plus la nouvelle technologie, il faut que toi, tu sois capable de faire en sorte que la technologie s'adapte à ton fonctionnement et à ta manière de travailler et qu'elle puisse pallier à tes lacunes. J'aurais jamais pu mettre ma barre directement dans la Audi sans la faire traverser. Non mais ce véhicule-là, c'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Bon, là, j'ai tout mis. Aujourd'hui, on part tout simplement sur un shooting, mais un shooting au flash. Voilà. Et comme on est en extérieur, donc j'ai forcément besoin d'avoir ce type de système-là que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais procurez-vous ce système-là parce que c'est trop important d'en avoir un. Ouais, je sais. Oh, faut aller faire l'essence. En même temps, ça faisait longtemps que je l'avais pas eu, le voyant, et qu'on n'avait pas fait le fameux test de pouvons-nous arriver à la prochaine station en étant sur la réserve. Bon, alors je sais, il y en a, ils vont me dire oui, il faut pas conduire sur la réserve, patati patata. Bon, bref, la réserve, elle vient de s'enclencher, les gars. J'ai encore 110 km. On va rouler tranquille et on va aller faire l'essence. Et on va peut-être profiter pour répondre à une question. Bon les gars, j'ai pas pu vous montrer énormément de choses en termes de backstage par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, ok, c'était hier, j'ai dit tout à l'heure, mais bon, c'était plutôt hier. C'est pour ça qu'il faut que vous veniez impérativement sur mon Instagram, là tu vas avoir les stories, les backstage, on va discuter, on va échanger, tu peux poser tes questions en direct, je réponds en direct, tout simplement. Ça te permet d'avoir un peu plus d'informations et de précision par rapport à ce que je peux énoncer parfois dans mes vidéos, dans mes vlogs. Et c'est vrai que des fois, j'ai pas forcément le temps de pouvoir prendre la caméra, me poser, te parler, te
dire ce que je suis en train de faire, je suis obligé de prendre un peu d'image à la volée. Et voilà, donc parfois je peux pas le faire avec la caméra, donc je le fais avec le téléphone, avec l'iPhone, et je mets directement sur Insta, ça va plus vite. Donc tu as les informations tout de suite, ça permet d'avoir cet échange entre toi et moi, entre nous, et tranquillement, parce que le but c'est de partager et de faire grandir cette communauté, voilà, tu vois, parce que je rencontre des gens de plus en plus qui viennent me voir en DM et qui me proposent des choses, je sais que vous allez vous reconnaître, et ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ça se met en place, voilà, je suis nouveau dans le game, YouTube, machin et tout ça. Je prends mes marques tranquillement et on va y arriver. Donc, on va continuer la série de questions. Ce sera les 2 dernières questions que je vais prendre pour cette vidéo-là. Alors, c'est parti, on va regarder comment allier la vie d'artiste, musicien, vidéaste, photographe avec sa vie de famille, avec des enfants très jeunes. Alors, j'ai déjà discuté, j'ai déjà fait une vidéo, ça, la vidéo précédente. Tu as qu'à aller voir, tu auras des réponses un peu plus précises encore. Mais je vais juste faire un petit résumé, un récap très rapide et très simple. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile parce que allier sa vie d'artiste, musicien, photographe, vidéaste avec sa vie de famille, surtout quand on a des enfants très jeunes, c'est pas facile si tu vas dans le sens que je vais te proposer et que je vais te démontrer là. Pour faire simple, tes enfants ont besoin de toi avant qu'ils arrivent à cet âge de maturité, qu'ils sont capables de gérer leurs émotions et de prendre des décisions par rapport à ce qui leur arrive dans leur quotidien. Donc tes enfants auront besoin de toi jusqu'à ce que, il n'y a pas d'âge, ça dépend de ce que tu vas donner comme éducation et ce que tu vas donner justement comme apport de connaissances et d'échanges avec tes enfants. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu démarres une vie d'artiste, de musicien, de photographe ou de vidéaste, ça demande que tu donnes du temps. Ok? Et ce temps où tes enfants vont grandir, si tu n'arrives pas à trouver l'équilibre entre être présent pour eux dans certains moments dans leur vie où ils auront besoin d'échanges, de tes connaissances, tu vas pouvoir leur donner un héritage en termes de connaissances, de choses qui te sont déjà arrivées et que tu vas pouvoir les donner, c'est ce qu'on appelle l'éducation, tu vois. Si pendant ce moment-là, tu n'as pas le temps de leur accorder ce temps, le vrai temps, qui veut dire l'écoute, l'entendement, l'échange et leur apporter une solution, un réconfort, ok, montrer que tu es quelqu'un de présent dans leur vie, tu vas tout foirer. Ils vont grandir avec cette notion dans leur esprit que il faut qu'ils se débrouillent tout seuls, ils n'ont pas besoin de toi, ok? Et toi, pendant ce temps-là, ben oui, tu fais des belles choses, tu fais des clips, tu fais des vidéos, tu fais des morceaux, des trucs machin et tout. Tes enfants grandissent sans toi, arrivé à un certain âge, ben ils ont tout fait sans toi en fait. Et là, maintenant que tu as du temps, tu veux te retrouver avec eux, c'est mort. Refaire ce lien-là, ça va être très compliqué. C'est pour ça qu'il faut que tu arrives à faire en sorte que ce que tu fais, tu le fais avec tellement de passion que tu arrives à donner ça comme héritage à tes enfants, qu'ils s'intéressent à ce que tu fais et qu'ils comprennent que quand tu n'es pas là, tu reviens. Moi, c'est un truc que j'explique à mes enfants. Ils ont compris maintenant, quand papa n'est pas là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là pour eux, il ne veut pas les voir et tout ça. Non, papa n'est pas là, mais quand je rentre, on discute, on échange. Ça m'arrive d'échanger avec eux. Mon fils me demande comment ça a été dur. Est-ce que ça a été dur aujourd'hui, ce que tu as fait? J'explique, je dis un petit peu. Et au fur et à mesure, ils échangent, ils me donnent leur journée, ce qu'ils ont fait et tout ça et compagnie. C'est un équilibre. Moi, je dis toujours, il faut que tu choisisses où tu vas, à qui tu vas accorder ton temps. C'est une notion de sacrifice. Soit tu trouves cet équilibre-là, et je pense l'avoir trouvé. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps j'explique que mon ascension en façon de parler, elle prend beaucoup plus de temps que certains parce que je suis vraiment sur ce stade où j'accorde du temps en ma présence en tant que père à mes enfants pour être là, pour pouvoir échanger avec eux. Et quand j'aurai assez échangé avec eux, petit à petit, je me détache pour prendre des choses, des projets qui nécessitent un peu plus de temps où je peux être ailleurs à la maison et que eux, ils ont cette maturité, ils grandissent avec ça, ils savent comment faire la part des choses. C'est pas papa s'en va, ok? Ils savent pourquoi je m'en vais et ils ont cette, du coup cette maturité, si je peux dire, émotionnelle de quand ils rentrent, quand quelque chose leur arrive, ils savent que ok, on va en parler avec papa, on va échanger et ils vont avoir un retour. Donc voilà, moi je pense qu'il faut trouver un équilibre entre ta vie d'artiste et quand tu as des jeunes enfants, les intéresser à ce que tu fais. Une autre chose importante, c'est que avoir quelqu'un auprès de toi qui comprend, ok, ta position en tant qu'artiste. Si la personne qui est auprès de toi ne comprend pas ta position en tant qu'artiste, tu vas te flinguer. Parce que maintenant, tu seras dans une sorte de dilemme entre faire 100% ton rôle de père et être frustré parce que artistiquement parlant, il y a plein de choses que tu ne peux pas faire parce que ça demande du temps d'être présent pour d'autres personnes, ok? Ou justement donner et accorder ce temps-là à tes enfants. Et c'est vrai que c'est pas une chose aisée.
de choisir entre suivre un artiste pendant un mois, être toujours présent quand il te demande, faire les clips sur 5-6 jours, une semaine, et pendant ce temps-là, tu as tes enfants qui vont à l'école, qui grandissent, il y a des choses qui leur arrivent, toi tu n'as pas le temps quand tu rentres à la maison d'échanger avec lui. C'est des choses toutes bêtes, toutes simples. Il va te dire, oui, il y a Bastien qui a dit que je suis moche. Et toi tu vas dire, ben ouais, mais tu sais, tu n'auras pas de réponse, tu vois, parce que tu es accaparé par autre chose. Et tu ne sauras pas comment répondre à ton enfant pour lui expliquer que les gens autour d'eux peuvent être méchants, mais il ne faut pas que ça puisse l'atteindre et que ça puisse rester émotionnellement sur lui. Pour lui donner des skills et des méthodologies pour répondre, pour lutter entre guillemets contre l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, c'est censé être un havre de paix où l'enfant peut revenir en sorte de backup et pouvoir parler librement de ce qui lui est arrivé, donc ses émotions. Et si toi, tu n'es pas ce backup-là, parce que tu es occupé à faire plein d'autres choses, ben, tu décides. Soit tu prends du temps pour ta vie artistique et tu fais de la qualité, même si tu ne fais pas beaucoup de quantité, mais tu fais de la qualité, mais tu accordes aussi de la qualité en termes d'échange à tes enfants qui sont en train de grandir, parce que c'est quelque chose que vous pouvez dire ce que vous voulez, il y en a qui qui me disent autre chose, mais moi je suis convaincu de ça. Quand un enfant grandit et qu'il n'a pas de figure paternelle ou maternelle dans certains moments de sa vie, à la fin, quand il arrive à un certain âge, ça fait soit un enfant qui a été tellement dur, qui a dû tellement faire de barrières, et qu'il est toujours dans cette lutte avec les autres. Parfois, ça peut faire des enfants qui deviennent matures très rapidement, mais sur le tard, ça peut avoir des conséquences, ça peut avoir des traumas. Donc ça devient des adultes avec des bagages qu'ils vont ensuite de eux-mêmes à un certain moment de leur vie faire pause et aller délier les traumas qu'ils ont eus étant petits. Je ne dis pas que l'enfant qui a papa-maman va grandir le meilleur enfant. Non, mais en fait ça permet de pouvoir restreindre un petit peu sur les aléas de la vie, les chocs qu'il peut recevoir. Il va en recevoir, mais à l'inverse, c'est que le fait qu'il sache qu'il aura quelqu'un, il a un adulte qui sera capable, en plus quelqu'un qu'il aime et quelqu'un avec qui il peut partager ses émotions sans être jugé, c'est très important, permet à l'enfant de se développer intellectuellement et d'être mature dans ses décisions qu'il a à prendre par rapport aux émotions qu'il va recevoir par des choses extérieures de la vie. Donc c'est pas du tout la chose la plus facile, mais c'est quelque chose que quand tu le comprends dans ce sens-là, ça devient une évidence et en fait, il n'y a pas vraiment de difficulté. C'est un choix. Quand tu fais ce choix-là, ben, tu l'as fait ce choix, tu l'acceptes avec tout ce qui vient derrière. Voilà, moi, mes enfants, tout pour eux. Tout pour eux, tout simplement. Je donne tout pour eux. J'essaie d'être le meilleure personne. Ça fait des années que je travaille sur moi-même pour être une meilleure personne, pour ne pas donner de trauma à mes enfants. En tout cas, qu'ils ne puissent pas recevoir les traumas que j'ai potentiellement pu avoir, les traumas que j'ai eus, les difficultés que j'ai eues. Ils vont passer aussi par ces difficultés-là, mais moi, je pourrais leur donner l'expérience et les résultats, les donner des guides, les aider, les faire évoluer. En fait, juste être là avec eux, en fait. La présence parentale, c'est important quand tes enfants sont jeunes. J'ai rien d'autre à rajouter, en fait. Ok, donc on va passer directement à la troisième question, non, c'est la quatrième question maintenant, qui m'a été posée par cette personne. Combien de paires de lunettes as-tu? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour ton style vestimentaire? Alors, pour ceux qui ont vu la petite... je vais pas expliquer, les gars, vous êtes assez perspicaces maintenant. Hein? J'ai quand même des abonnés qui savent... Voilà quoi, je pense que t'as capté le délire. J'ai pas tant de paires de lunettes que ça. À mon humble avis, je dois vraiment pas en avoir beaucoup. Peut-être 5, ouais, je sais pas. Tu me dis en commentaire combien tu as compté. Par rapport à mon style vestimentaire, voilà, donc du coup je pourrais vraiment expliquer pourquoi sur Instagram, donc venez me suivre sur Instagram, vous allez trouver, voilà, je vous ai déjà dit le topo un petit peu au départ. La raison pour laquelle le nom, je l'ai changé à un moment, ça fait quelques années, en The Flotographe. Donc je vais t'expliquer pourquoi justement je m'appelle The Flotographe et qu'est-ce qui m'a inspiré pour mon style vestimentaire. Tout d'abord, il y a un artiste qui m'a inspiré depuis que je suis tout jeune, depuis que j'ai découvert cet artiste-là, qui m'a toujours bluffé dans la manière qu'il s'habille. Et j'ai capté quelque chose par rapport à cet artiste-là, les sons qu'il faisait, ses mises en scène, la manière qu'il se présentait sur scène et compagnie. Il y a quelque chose que j'ai capté très jeune et j'en ai fait une fer de lance, j'en ai fait une mentalité pour évoluer. Je vais t'expliquer ça. Déjà, je vais te donner le nom de cet artiste. Si tu connais le son Purple Rain, avec cette improvisation à la guitare électrique anthologique, parentalgique, ça n'a rien à voir. Prince
Prince est l'un des artistes, qui veut dire limite le seul artiste qui, quand je l'ai vu pour la première fois, c'était sur une de ses pochettes, un vinyle que j'ai vu comme il était habillé, mon crâne l'a explosé. Mon crâne l'a explosé. J'écoutais toujours les sons, voilà, j'écoutais les sons, mais j'avais pas le visuel. Et quand j'ai eu le visuel de l'artiste, tout a fait sens. Quand tu écoutes le son, parfois tu as des artistes qui ont des sons et leurs visuels ne vont pas avec ce qu'ils racontent. Parfois, ils ont des styles vestimentaires juste parce que c'est le temps, c'est le style, c'est l'air, c'est la mode, tu vois. Mais je suis toujours subjugué et attiré par ceux qui restent ancrés mentalement et que ça se voit à l'extérieur en fait. Mon style vestimentaire a évolué et évolue au fil du temps et il devait de plus en plus marquant, de plus en plus, je vais le dire comme ça, authentique parce que il correspond à ma mentalité et à ma manière de voir le monde. En fait, j'ai fait évoluer mon style vestimentaire au fur et à mesure où ma force mentale, ok, ma force mentale qui veut dire ma capacité à verrouiller mes idées, mes pensées, à cette acquisition de qui tu es. Tu peux pas le faire avec une pancarte. Tu marches avec une pancarte en mode je suis Odel, je fais ceci, je fais cela. Non, non. Donc, mon style vestimentaire est c'est le vecteur de ma pensée pour le monde extérieur. Qui veut dire que la manière que tu vois que je m'habille, ça me permet à moi de savoir comment toi, je vais faire avec toi quand on va se rencontrer. Depuis tout jeune, j'ai toujours eu, par rapport aux autres, ils ont toujours trouvé que mon style était excentrique, arrogant, m'as-tu vu et compagnie. Mais en fait, non. C'est que plus j'étais conscient de qui j'étais, plus j'étais à l'aise avec ma personne, les choses que j'aime, les musiques que j'écoute, les choses que je regarde, plus j'étais à l'aise avec la construction de ma personne, plus mon mental devenait fort. Donc, plus mon mental devenait fort, plus je suis capable d'assumer un style vestimentaire qui correspond à cette mentalité. Qui veut dire que quand je rencontre quelqu'un qui ne me connaît pas et qui me rencontre pour la première fois et qui regarde la manière que je suis habillé, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit cette personne me traite d'arrogant, de fou, de m'as-tu vu, de ce que tu veux et il n'a aucune envie d'avoir une interaction avec moi de manière directe. Mon personnage que je lui renvoie ne l'intéresse pas parce que mon style vestimentaire lui renvoie une mauvaise... C'est pas mon problème. Ça veut dire que cette personne-là n'est pas capable d'avoir une opinion sans préjugés. Ça veut dire que toi et moi, on va pas faire affaire. Je préfère que ça me permette de faire en sorte que ça t'éloigne de moi. Parce que la discussion qu'on va avoir, elle sera pas agréable. Et moi, ça me préserve. Donc quand les gens me voient arriver avec mes sortes de vestes longues, avec la manière de m'habiller, mes styles de lunettes, les différentes montres que je peux porter, les différentes paires de lunettes que je vais avoir, ça peut paraître, m'as-tu vu, ça peut faire le mec qui se la pète et tout, mais pas du tout. S'ils veulent avoir cette image de moi, tant pis, c'est cool, c'est pas mon problème parce que je sais qu'au fond, ce n'est pas qui je suis. Je sais que ça ne reflète pas qui je suis. Ma manière de m'habiller reflète quelqu'un qui est autonome dans sa manière de penser, quelqu'un qui a sa propre vision des choses, qui est capable d'interagir avec l'extérieur, d'être dans l'écoute, d'être compréhensif, d'être dans l'entendement, d'être dans le partage ouvert d'esprit. Si tu me vois que je suis capable de m'habiller ainsi et de sortir, sachant que les gens vont forcément me regarder, faire des critiques et tout, tu dois te dire que dans ma tête, soit je suis fou, soit je suis à l'aise. Tu vois, délire ou pas? Moi, je prends la catégorie des gens à l'aise. Je suis à l'aise avec ma personne, je suis à l'aise avec qui je suis. Donc, ceux qui viendront parler avec moi après, malgré cet apparat, et qui vont passer la barrière des préjugés, et qui viendront vers moi pour une discussion, ils verront et ils trouveront quelqu'un d'authentique, d'agréable à vivre, joyeux, ouvert d'esprit. Avec moi, tu peux prendre n'importe quelle discussion, ok? On va parler de tout et de rien, sans préjugés, sans pouvoir te juger toi-même sur qui tu es, sur ce que tu fais. Voilà, tu m'acceptes comme je suis parce que moi, j'accepte qui je suis. Et c'est pour ça que je me suis appelé The Flotographe, parce que je change tout le temps de flow. Moi, mon but, c'est que d'être à l'aise dans ma tête et que tu puisses voir que je suis à l'aise dans ma tête par les vêtements que je porte. Donc je peux arriver avec un petit style tranquille, petit jean basket, petit pull, t'as vu? Simple, parce qu'aujourd'hui j'ai décidé d'être tranquille. Mais il y a des jours où je vais envoyer du pâté, tu vois. Il y a des jours où je suis dans ma tête, je suis là-haut. Je suis à 100% en termes de dopamine, de motivation et de tout ça. Donc il faut que l'extérieur puisse renvoyer cette mentalité que j'ai. Qui veut dire que quand j'arrive sur un set, quand j'arrive sur un tournage, tu vois le mec qui est habillé comme ça, il y a des gens qui se posent des questions. C'est lui l'artiste ou... Non, c'est pas moi l'artiste. Je suis le réal, ou je suis le clipper, ou je suis le vidéaste, ou je suis le photographe, ou je suis le mec de la lumière, ou je viens juste passer des câbles. Mais tu vas pas me faire chier. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu me vois habillé ainsi, tu te dis, lui, c'est pas qu'on va faire attention, mais ça a l'air de... Tu commences déjà à...
Tu vois, tu vas pas me parler n'importe comment. Tu vas pas me parler n'importe comment. Parce que c'est une manière pour moi de te dire, hey, le gars que tu vois là, il est au clair dans sa tête, il est au clair dans sa vie. Et voilà, si tu veux discuter avec lui, regarde, il est ouvert. Je suis là, tranquille, j'envoie une image en mode, je sais qui je suis. I know who I am. It's me versus me. Et pour revenir à Prince, c'est un élément qui m'a tout de suite frappé, c'est que on l'a traité de toutes sortes de manières par rapport à comment il s'habillait, mais ça faisait sens avec sa musique, ça faisait sens avec son art, ça faisait sens avec sa mentalité, ça faisait sens avec la vision qu'il avait de lui-même et de la musique qu'il voulait partager. Et c'est quelque chose que j'ai toujours pris à bras ouverts, qui est que mon but, c'est que tu sois à l'aise avec moi. Et si tu n'es pas à l'aise avec moi, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je vais pas me battre avec toi pour te conforter dans le fait que tu me trouves bizarre. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas ça à faire. C'est pas moi qui me trouve bizarre, c'est toi qui me trouves bizarre. Donc je n'ai pas à prendre des gants, à faire une manière pour que tu sois à l'aise. Non, je suis un humain, je suis une personne comme toi. Tu es une personne, tu as décidé aujourd'hui de t'habiller, de mettre un t-shirt violet avec un bas jaune. Libre à toi. Libre à toi, je ne vais pas te juger sur ça. Donc pourquoi tu voudras, pardon, je commence à parler n'importe comment. Why do you want me, ok? Why do you want, hey, Puccio les moins sans mou. J'ai pris toutes les langues possibles et imaginables. Oh là là. En tout cas, mon style vestimentaire, ce qui m'a inspiré pour mon style vestimentaire, c'est vraiment ça. C'est le côté force mentale. C'est plus ma force mentale était acquise, plus j'avais cette vision de moi-même, de qui j'étais, plus c'était facile pour moi de trouver un vêtement, un style. Donc j'ai mon style à moi, j'ai pas un style, j'ai mon style. Les gens me reconnaissent. Maintenant, je savais, j'étais pas au courant. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, que les gens me reconnaissent sur des endroits. Ils me voient sur des trucs. Quand j'ai fait le Zénith, j'ai un pote qui m'a vu, il était dans la foule, il m'a vu sur le set. Il m'a envoyé un message le lendemain. Je t'ai vu sur le set et tout. Je fais, mais tu m'as reconnu. Il m'a dit, quand même, qui t'aurait pas reconnu si on te connaît pas? Et ça, j'ai dit, ouais, c'est ok, j'y suis arrivé. Parce que, je vais te dire un truc honnêtement, quand j'étais plus jeune, je me suis toujours battu pour que les gens m'acceptent. Je me suis toujours battu pour que les gens me reconnaissent. Je me suis toujours battu pour que les gens acceptent de me prendre comme je suis. Pause. Que les gens acceptent qui je suis sans que j'ai à chaque fois à expliquer. Des fois, je m'habille, j'arrive à un endroit et j'avais des commentaires du style « Ah, il n'y avait pas pour homme ?» ou « Ah, c'est taille enfant ?» ou bref, des trucs, les gens pour eux, ils rigolent. Mais heureusement que j'avais cette force mentale de me dire, ok, si j'ai pas donné de crédit à ce qu'ils disent. Et une autre personne qui m'a permis d'aller jusqu'au bout de cette inspiration-là, c'est mon père. Mon père a toujours été celui qui a validé ce côté excentrique que j'ai. Mon père est capable de se promener quelque part, il voit une paire de chaussures ou un vêtement qui est un peu out of the box et il va dire cette paire de chaussures là elle ressemble à Odell, donc il va me l'acheter, il va me l'apporter, il va me dire tiens j'ai trouvé ça pour toi. Et il arrivait toujours à trouver des pièces, parce que c'est comme ça que j'ai appris moi à m'habiller, par pièces. Mon père il m'a inculqué cette vision de la mode et du vestimentaire par pièce. Il a une pièce qu'il va prendre et il va la matcher avec soit ce qu'il a déjà ou il va trouver quelque chose qui va aller avec. Mon père en termes de style, tu peux pas tester. Le gars, tu peux pas tester, il va toujours te trouver le truc qui match. Qui fait que mon petit frère, c'est la même chose. En fait, on a tous été éduqués dans ça. Mon deuxième frère, c'est pareil. On a toujours eu ce côté de hey, on n'est pas les gars dans la mode, on veut juste être habillés en accord avec nous-mêmes. Et allez faire un tour, si vous pouvez, sur la page Instagram de mon petit frère, il tabasse. Il tabasse. Ce qui fait que petit à petit, au fil du temps, on évolue, on grandit, tu attires auprès de toi des gens qui sont dans cette même mentalité. Ton style vestimentaire va t'aider à attirer auprès de toi des personnes qui sont dans la même mentalité que toi. Donc, j'ai rencontré au cours des temps des personnes avec qui je sais que quand ils me voient habillé, je sais que la critique qu'ils vont me faire, elle sera juste. Si ça ne me va pas, ils vont me dire qu'ils trouvent que ouais, c'est osé quand même celui-là. Ouais, le lapin sur la tête, Odell, t'as fait fort. Mais quand ils vont voir qu'ils savent que je ne porte rien, dont je ne suis pas à l'aise, ils vont pas me juger, ils vont m'accepter comme ça en fait, tu vois. Ils vont me dire, ouais, c'est un peu... t'as capté? Mais après on passe à autre chose. Et ça fait que c'est comme ça que tu construis autour de toi un environnement sain pour ta santé mentale en fait. T'es pas tout le temps en train de te battre avec des gens qui ont toujours quelque chose à dire sur la manière que tu t'habilles, ton style vestimentaire, les choses que tu portes et compagnie. Voilà, au moment où t'es fatigué. Je suis arrivé à un âge très rapidement où ça m'a fatigué et j'ai fini par dire
je m'en fous en fait. Tu m'acceptes pas, je m'en fous en fait. Donc voilà, mon style vestimentaire m'appartient. Parce que je suis quelqu'un, pour moi, d'unique. Il n'y a pas deux comme moi. La raison pour laquelle je m'appelle Odel et que tu t'appelles différemment. Et même si tu rencontres quelqu'un qui s'appelle Odel, tu verras qu'il n'est pas pareil que moi. Donc mon style vestimentaire est une manière de pouvoir renvoyer à ceux qui sont en face de moi qui je suis et les inviter à se rapprocher ou qu'ils passent leur chemin s'ils savent que ce que je suis, ce que je dégage, les dérange. Voilà. Donc la Flow Family, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ok, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir, soit par un petit commentaire, un petit j'aime, un petit pouce bleu, t'as capté, un partage. Ça m'aide vraiment à me dire que ce que je fais a du sens. Comme je le dis souvent les gars, je cherche pas à faire grandir ma page Instagram et YouTube pour avoir des vues, Non, en fait, quand vous me partagez, vous mettez un j'aime, un commentaire, pour moi, ça me permet de structurer petit à petit le type et le style de vidéo et les choses que je peux vous proposer dedans. Tu vois ou pas? Donc, c'était The Photographe pour te servir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir encore une fois. Et je t'invite à la prochaine vidéo. Et si jamais tu ne sais pas de quoi je parle, regarde mes anciennes vidéos. Tu pourras découvrir la personne que je suis. Et sur ce, je te dis, stay flow. Et n'oublie pas de me dire si tu as compté combien j'en avais.